président directeur général du Conseil québécois du commerce de détail depuis le 9 janvier 2023. Donc, Damien occupe depuis 2014 le poste de directeur général du quartier de développement social de Ville-Marie, premier courtier social en Amérique du Nord, qu'il a fondé en 2008. De 2002 à 2008, il a été directeur du membership et des ventes à la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, poste qui lui a permis de tisser de solides relations avec le milieu des affaires québécois. Notre second panéliste, Jordi Udger-Royo, est coordonnateur au guichet unique pour la transition alimentaire, GUTA, de Montréal Métropole en santé. Jordi est spécialisé en développement durable et en droit de l'environnement. Il cumule 10 ans d'expérience en gestion et coordination de projets en lien avec ces sujets-là. Avant de rejoindre Montréal Métropole en santé, Jordi a exercé des fonctions en milieu institutionnel et privé, notamment en tant que responsable des partenariats pour une entreprise d'économie sociale spécialisée dans la lutte au gaspillage alimentaire. Jordi a également été bénévole dans plusieurs organismes œuvrant en sécurité alimentaire et en promotion de pratiques éco-responsables. Donc, cela dit, aujourd'hui, nos deux panélistes vont parler des outils qu'ils mettent à disposition des entreprises pour faciliter leur transition écologique. Chacun fera une courte présentation de leur organisme, de leur mission, leurs valeurs, les outils qu'ils mettent à disposition. Et ensuite, on va passer à un panel de discussion pour finir avec un moment où vous pourrez, à votre tour, poser vos questions. Donc, Damien, je vais t'inviter à partager ton écran pour débuter la présentation. Merci beaucoup. Merci Rachel de l'invitation. Bon après-midi froid en ce 20 mai qui est vraiment glacial. Mais bon, très content d'être aujourd'hui avec vous. Donc j'ai à peu près 10 minutes, 11 minutes pour vous présenter le projet, pour vous présenter le Conseil québécois du commerce de détail. Alors nous avons pratiquement 48 ans d'existence. Nous sommes le plus grand organisme représentant les commerces de détail au Québec. Il faut savoir que le commerce de détail au Québec est un pan de l'économie très important. On parle de 7 à 8 du PIB du Québec. 2024, 180 milliards de ventes. Pour vous donner une idée, l'aéronautique, c'est 15 milliards par année, donc c'est 12 fois plus dans notre cas. Et une chose aussi importante, 650 000 personnes travaillent dans ce secteur, ce qui fait que c'est le secteur privé le plus important au niveau du Québec. Un élément de taille très, très important, c'est que sur les 45 000 commerces au Québec, 80% ont moins de 20 employés. Donc, on se retrouve avec 80% de petites et moyennes entreprises. Et ça, c'est très important parce que ils n'ont pas forcément les moyens des grandes entreprises qu'on connaît. Et donc notre rôle au Conseil québécois du commerce de détail, c'est de représenter, d'accompagner et soutenir les entreprises du commerce en détail et de voir à partir d'accompagnement de formation, à partir d'événements annuels, à partir de lobbying. On travaille sur une multitude de projets de loi qui touchent absolument le quotidien des consommateurs, que ce soit l'environnement et tout ce qui est recyclable, que ce soit la langue française, que ce soit les heures d'ouverture. Donc, on touche vraiment, on englobe beaucoup de défis là-dedans. Et donc, on a, au-delà de ça, la possibilité d'avoir des services qu'on propose à nos membres. Nous sommes, je dirais, une grosse chambre de commerce qui travaille sur tout le Québec et le but est de travailler comme une chambre, sauf il y a la partie innovation qui est pour nous très importante et c'est là où j'aimerais venir et je proposerai à Rachel de mettre la première page de notre présentation. Et le mot innover est important. Comment, au-delà de ce que nous faisons en permanence avec nos membres, on peut arriver avec des idées nouvelles, on peut arriver avec une rapidité des consommateurs et de leur méthode d'achat, leur méthode, leur comportement qui change de façon incroyablement rapide. Je vous dirais, depuis le 21 janvier qu'on a Monsieur Orange de l'autre côté de la frontière, c'est encore pire et on voit vraiment un chamboulement d'habitude, un chamboulement même de décisions qui sont prises par nos gouvernements qui n'étaient pas encore là il y a quelques mois. Donc, je ne sais pas si est-ce qu'on l'a, on peut le voir? Oui, absolument, je te mets ça tout de suite.
OK. Je le vois pas. Je ne sais pas si tu l'as mis en ligne. Est-ce que c'est en ligne? Ça s'en vient. Il devrait arriver Ah, dans sans lien. quelques Bon, je minutes. peux commencer. Alors, Oui. on a, je vais vous parler du projet Rebond. Le projet Rebond est né à partir, voilà, le projet Rebond est né avec un constat qui était simple. On se retrouve avec un désir des consommateurs de vouloir développer du commerce circulaire de plus en plus. On se retrouve avec des consommateurs qui ont le désir de mettre en place des projets éco-responsables. On se retrouve avec des consommateurs qui surconsomment, qui achètent de plus en plus, et donc on se retrouve avec des problèmes environnementaux catastrophiques. Et le but était donc, on peut mettre la prochaine diapo, le but était de créer, je veux dire, une plateforme, en anglais on appelle ça un marketplace, une plateforme commerce à commerce qui permet de vendre, qui permet d'échanger, qui permet éventuellement de donner également des produits non vendus et des produits qui peuvent être en fin de vie ou qui n'ont pas été vendus, donc tous pour éviter le gaspillage, donc les non vendus et le gaspillage. Alors ça semble très simple par rapport à ça. Le constat est venu de plusieurs éléments, à savoir, là je vous en mets quelques-uns, on parle, le fait d'avoir fait cette plateforme, l'idée était simple, au début était écologique et durable. Elle est venue l'année dernière quand on a commencé à voir une multitude d'articles où des grandes bannières brûlaient leur surplus non vendu, où les grandes bannières exportent en Afrique euh, par container leurs invendus. Et on voulait trouver donc une façon d'arriver avec quelque chose de complètement nouveau et d'éviter le gaspillage et de voir comment on avait la possibilité d'échanger des produits, que ce soit à Montréal versus en région ou le contraire, et de voir de quelle manière on pouvait faire cet échange. Très important dans cette plateforme de vente, on peut acheter, on peut croquer ou on peut données. Et le défi, c'est que on a commencé, on peut revenir, je n'ai pas fini sur l'autre peut-être, on peut revenir sur la précédente. Il y a un élément qui est important, c'est que on voulait toucher plusieurs catégories. Donc, on a mis, d'un point de vue économique, on a regardé comment, par quel secteur on pouvait travailler. Donc, on se retrouve avec différentes catégories, les chaussures, vêtements, les soins corporels, la quincaillerie, les produits de maison, de l'art de la table. On se retrouve aussi avec les meubles et on, on- on a placé ça par catégorie et les entreprises, si elles le désirent, les commerçants peuvent dégriffer un produit et le mettre en tant que tel, peuvent donner, par exemple, lorsqu'elles refont un magasin, donner par exemple les étagères, des meubles, etc., qui sont encore bons mais qui peuvent resservir. J'ai par exemple Joseph Ridkoff, qui lui va donner des mètres et des mètres de papier patron qui n'ont pas été utilisés ou du tissu qui n'a pas été utilisé. J'ai Tristan qui va donner des t-shirts qui sont dégriffés. J'ai Jean Coutu qui peut donner des savons qui peuvent encore être utilisés, etc. Et le défi, encore une fois, est de donner une nouvelle vie à ces produits et d'avoir une collaboration entre les entreprises québécoises et surtout de prévoir le tout dans des notions de sécurité. On va pas pouvoir, par exemple, mettre des produits dangereux ou des produits qui sont complètement périmés quand il s'agit de produits corporels. L'idée, c'est de leur redonner une deuxième vie. On a moins le problème avec les vêtements, mais c'est vraiment de faire un partage et un changement, donner une nouvelle vie à des produits pour nos commerces au Québec. On peut changer de mettre la dernière. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. C'est comme une plateforme de vente qui est d'ailleurs québécoise, qui s'appelle BizBiz, qui a été utilisée pour d'autres projets. Vous allez simplement sur cette plateforme, vous mettez
Vous mettez, vous avez d'ailleurs le lien qui est là, vous mettez votre produit et à partir de ça, avec plusieurs clics, vous avez la possibilité de remplir automatiquement, de répondre aux questions et de vous connecter ensuite et de partager. Alors, depuis le début, nous avons à peu près, je dirais, une cinquantaine de produits qui ont été écoulés. On a commencé au mois de novembre. On s'entend qu'au mois de novembre, ça a été la cacophonie au niveau de nos commerçants. Pourquoi? On finissait une guerre de Docker, on commençait une guerre de la Poste, une guerre, lapsus, une grève, que dis-je? Une grève des Dockers et une grève de la Poste qu'on devrait recommencer ce vendredi. Et on était dans une période de Noël, donc c'était très difficile. Je vous dirais le bémol, il me reste 2 minutes pour conclure, mais le bémol, et c'est là où on s'aperçoit que les paradigmes changent de façon drastique, c'est que qui aurait pu croire que le 21 janvier, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, l'ensemble du concert, du commerce mondial et de la géopolitique allait complètement changer. Et euh, euh, on a vu une attitude de nos politiciens, on a vu une attitude de nos commerces qui a littéralement changé. Un, on voit que par exemple le fédéral a fait un recul pour les autres provinces sur la taxe carbone qui n'existe plus et qui servait justement à des problèmes environnementaux. Et deux, au niveau des entreprises, depuis fin janvier, je vous dirais que les les défis environnementaux et les défis de commerce circulaire sont moins importants qu'ils l'étaient avant. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il faut qu'on trouve des nouveaux fournisseurs, il faut euh, qu'on garde nos employés, il faut qu'on trouve des nouveaux contrats, il faut qu'on comprenne ce qui se passe tous les jours aux États-Unis et c'est un bordel en bon français. Donc, je dirais que la priorité, les priorités ont complètement changé. Et je vous dirais que depuis qu'on a mis en place la plateforme, on s'aperçoit qu'il y a ben, il y a moins de sensibilisation au niveau des utilisateurs parce qu'il y a un sentiment d'urgence au niveau des consommateurs, un sentiment d'urgence au niveau des commerçants et également un sentiment d'urgence au niveau de nos politiciens. Et donc le défi, c'est qu'on doit continuer avec notre modus operandi. On a beaucoup de communication. Après-demain, je suis à C2 Montréal où j'en parle, etc. C'est demain, pardon. Et on se retrouve vraiment avec des activités pour faire la promotion et on doit malheureusement je dis malheureusement par rapport à ce changement d'attitude, continuer parce que le commerce circulaire est l'avenir de cette surconsommation qui est là. Alors, il y aura peut-être des questions par la suite avec la Chine et avec l'inondation qu'on a actuellement, mais voilà en gros cette plateforme qui a été mise en place qui s'appelle Rebond et vous avez le lien si vous êtes intéressé d'y aller. J'ai dépassé mes 11 minutes, Rachel, je m'en excuse et je te repasse la parole. Tu as tout pardonné, Damien. C'était excellent. Je vous invite à garder vos questions pour dans quelques minutes. Avant de passer au prochain panéliste, aujourd'hui, tu vas pouvoir préparer ton PowerPoint, tu vas pouvoir le partager toi-même. Je vais vous partager une petite vidéo, disons, mise en bouche. Donc, ça sera pas bien long. Je vous partage le tout. Il n'y a pas de son. Alors, Jordi, je t'invite à partager ta présentation puis à nous en dire un petit peu plus sur toi, sur ce vidéo et surtout en bref. Oui, merci Rachel, bonjour tout le monde. Euh, Ça me fait très plaisir de venir vous parler de mes affaires aujourd'hui. Alors, la vidéo, c'était simplement pour vous montrer un peu l'univers du projet. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus alors, simplement, je fais le partage en même temps. Je vais vous parler un peu plus du contenu de projet et puis du cadre dans lequel on agit. Alors, juste un instant. Hop.
pense que... Est-ce que vous pouvez voir la présentation? Oui, c'est parfait. C'est bon? D'accord. Alors, donc c'est intéressant parce que Damien nous parlait tantôt de produits en fin de vie, lutte au gaspillage. Nous, c'est un peu nos missions également. Simplement, on va appliquer tout ça à la nourriture et à ce qui entoure la nourriture parce que vous l'aurez compris, c'est un défilement automatique. Vous l'aurez compris, le guichet unique pour la transition alimentaire, c'est un projet qui traite de l'alimentation et qui s'adresse au commerce et aux restaurants privés indépendants de quartier. L'idée derrière ce projet, c'est en fait, ça part du constat que le commerce, c'est une bonne porte d'entrée pour aller rejoindre pas mal d'autres mondes, pas mal d'autres publics et pour traiter beaucoup de sujets, parce que c'est vraiment l'interface entre la clientèle, la population montréalaise finalement, la population du Québec. Je parle de Montréal parce que mon projet est vraiment pensé pour le territoire de l'île de Montréal, mais tout ce qu'on fait, c'est applicable à tous les commerces du Québec, évidemment. Et donc, c'est le commerce, c'est la bonne interface entre les producteurs d'un côté, les producteurs et les fournisseurs, et de l'autre, le consommateur final. Donc, agir au niveau du commerce, c'est une bonne manière d'influencer pas mal de monde. Et nous, notre mission, c'est vraiment de outiller, accompagner et valoriser les restaurants et commerces alimentaires qui veulent mettre en place des pratiques plus durables dans leurs établissements. En fait, c'est important de le préciser. Nous, on est porté par un OBNL qui s'appelle donc Montréal Métropole en Santé. Et si je l'indique, c'est parce que c'est pas un projet lucratif. Ce qu'on fait, c'est vraiment créer des contenus et les mettre à disposition en libre accès auprès de tous les commerces qui veulent avoir de la ressource, qui veulent avoir des conseils et du soutien pour changer leurs pratiques. Donc, c'est un projet qui est financé en bonne partie par le MAPAC et sur fonds propres par Montréal Métropole en Santé. Et en quoi il consiste? Alors, quand on parle de transition alimentaire, vous l'aurez compris, c'est vraiment la transition écologique appliquée à l'alimentaire. Et on a choisi de se concentrer sur quatre gros piliers d'action. La réduction du gaspillage d'un côté et la réduction des emballages de l'autre. Emballage au sens large, tout ce qui est emballage pour le take-out, emballage que vous recevez de la part de vos fournisseurs, mais également tout ce qui est article à usage unique. Et de l'autre côté, on va parler d'augmentation des achats locaux, et plus généralement de l'approvisionnement responsable, et puis de l'augmentation des options végétales, donc la végétalisation des menus dans les restaurants. Ça, c'est les quatre Pardon, enjeux qu'on a Jordi, identifiés comme les... pardon de Oui. t'interrompre. Est-ce que ton PowerPoint est supposé changer de diapositive ou c'est normal que tu sois encore Oh, à la diapositive le projet? non, c'est pas normal. Peut-être que je peux repartager dans ce cas. Alors, Je m'excuse, j'entends pas. Je sais pas si je suis la seule. Ah. Est-ce que d'autres personnes Vous partagent un m'entendez? problème de son ou... Moi, j'entends. Ouais. Moi aussi. Je l'entends est-ce pas. que... est-ce qu'on est bon au niveau du partage, Rachel? On est sur la diapo Les actions? Exact, on est là. Pour ceux qui n'entendent pas, on peut s'écrire dans le chat. Une de mes collègues va regarder avec vous, mais essayez de regarder de votre côté, vu que ça fonctionne pas pour toute personne, là. Merci, Jordi, tu peux reprendre. Continue? Ouais. Donc, en gros, le projet, c'est principalement un portail en ligne avec beaucoup de ressources en libre accès. Tout ça, je vais le développer juste après. Et on crée également nos propres contenus. On développe des outils pour agir donc sur les quatre enjeux, gaspillage, emballage, végétal et achat local. Et lorsque des commerces viennent nous voir avec leurs besoins, avec voilà, des questions, nous, on s'assure de les renvoyer vers les bonnes ressources et vers les bonnes personnes. Et tous ceux qui s'engagent, tous ceux qui mettent en place des démarches pour avoir des pratiques plus durables, pour avoir moins d'impact sur l'écologie, on s'engage aussi à les valoriser au maximum dans le sens où on va parler de leurs démarches sur nos médias sociaux, sur notre portail, sur notre chaîne YouTube. L'idée, c'est évidemment de montrer l'exemple pour inciter plus de commerces à se lancer sur cette piste. Alors, outiller les commerçants, je vous en parlais à l'instant, c'est vraiment à travers notre portail que ça se passe, dans le sens où vous allez pouvoir voir sur cette capture d'écran qu'il y a plusieurs types de contenus.
En fait, il va y avoir des sections spécialisées sur le gaspillage alimentaire, d'autres sur la végétalisation. Et globalement, tout ce qu'on va retrouver, c'est donc des ressources, des guides, des manuels pour faire les choses par vous-même, mais aussi des produits et services, c'est-à-dire des produits comme par exemple quelqu'un qui est capable de vous fournir des contenants et des tasses réutilisables, de vous fournir du matériel pour installer votre compost et pour le collecter ensuite. Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir un portail pratique avec des solutions concrètes et on va également avoir des expertises puisqu'on travaille avec des partenaires dont je vais vous parler ensuite. On a créé des outils en partenariat, par exemple, avec le service de l'environnement pour le volet emballage. C'est dans le contexte de la réglementation à Montréal sur les articles à usage unique. Donc ça, c'est simplement un exemple d'outils qu'on crée, des bonnes pratiques pour limiter à la source les emballages et les contenants. Et l'idée, c'est que ces outils, bah, il y a de la théorie, mais il y a aussi une application très pratique dans le sens où vous pouvez aller directement sur le répertoire de commandes des fournisseurs pour trouver les produits qui sont conformes à la réglementation à Montréal. Donc voilà, on essaie vraiment d'aller au niveau des enjeux qui sont les plus contemporains, les enjeux qui sont d'actualité. On parle beaucoup de gaspillage alimentaire en ce moment, c'est pour ça qu'on a développé toute une section dédiée avec des outils, avec des témoignages. Pareil pour le végétal. Vous pouvez aller voir la section, il y a beaucoup de commerces et de chefs cuisiniers qui vous montrent comment est-ce qu'ils mettent ça en œuvre au quotidien et pourquoi est-ce que c'est intéressant d'un point de vue économique, d'un point de vue marketing, et puis également pour évidemment répondre aux besoins de la clientèle, puisqu'il y a de plus en plus de monde qui est en attente d'options végétales, que ce soit pour des raisons de santé publique ou pour répondre à leur régime particulier. L'accompagnement, en fait, on le fait à travers notre réseau de partenaires. On travaille avec une douzaine de structures qui sont capables de venir vraiment dans un restaurant et de faire une sorte de diagnostic de toutes les pratiques en cours, d'analyser un peu tous les flux entrants et sortants de matière et de nourriture, et ensuite de vous proposer un plan d'action adapté pour améliorer les choses. Et ça peut être sur plein de sujets différents. Là, je vous ai simplement partagé une partie des structures avec lesquelles on collabore pour faire ces accompagnements, parce que vous l'avez compris, moi, je m'occupe pas de ça, mais je m'occupe de faire la mise en contact. Et la partie valorisation, ça va vraiment être sur le portail également. Donc là, par exemple, c'est des témoignages de commerce qui ont changé leur pratique et qui expliquent les bons coups pour le faire, qui expliquent aussi les obstacles pour voilà, ne pas se mettre à dos, par exemple, son staff ou sa clientèle lorsqu'on décide de changer son menu ou de supprimer certains articles. Donc tout ça, c'est des témoignages en libre accès. Et puis l'idée, c'est vraiment de partager, de mettre de l'avant aussi l'humain derrière le commerce et la manière dont c'est important de promouvoir ces valeurs en tant que professionnel. Ça, c'est des exemples de contenu sur notre site. Vous avez une cartographie de tous les commerces avec lesquels on a collaboré. L'idée, c'est ici de montrer aux citoyens et aux citoyennes qui veulent aller vers plus de consommation responsable qu'il y a des commerces à proximité de chez eux qui s'engagent. Et on a également, évidemment, une présence sur les médias sociaux. Sur Instagram, on partage beaucoup de vidéos, beaucoup de chiffres clés, de faits saillants en lien avec la transition alimentaire. Et on a également une chaîne YouTube sur laquelle on partage des reportages un peu plus développés. Là, par exemple, il y a une quinzaine de capsules vidéo en ce moment sur, bah, comme vous pouvez le voir, les bonnes pratiques sur le gaspillage, les bonnes pratiques sur l'achat local. En fait, ces vidéos, elles ont pour but de démystifier un peu tous les obstacles dans la tête des commerces, toutes les difficultés qu'on peut imaginer, mais qui sont en fait très surmontables à partir du moment où on reçoit du soutien à partir du moment où on est dirigé vers les bonnes ressources et les bonnes personnes. Donc c'est vraiment pour ça qu'on existe. C'est pour assurer ce soutien. Il y a également une infolette, il y a également en fait pas mal de canaux de communication avec lesquels on diffuse. On essaie de se reposer beaucoup sur les réseaux de partenaires comme les sociétés de développement commercial, comme les écoquartiers, tous ceux qui sont en contact avec les commerces. Et on travaille aussi beaucoup, évidemment, avec les services de la ville pour nous assurer que tout ce qu'on fait, ça répond bien aux attentes des politiques publiques pour faire en sorte que, au niveau de Montréal, le système alimentaire soit plus durable. Une fois de plus, je parle de Montréal, mais tout ce qu'on fait, c'est applicable partout au Québec. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Toutes les ressources sont en libre accès. Et puis, s'il y a des questions, je serais ravi de les prendre ensuite. C'était ça. Je crois que j'ai terminé dans les temps. Oui, Je vais couper merci mon partage. Jordi. Merci, très intéressant également. Donc, même chose que tout à l'heure, je vous invite à conserver vos questions, pardon, pour dans quelques minutes.
Là, dans le fond, je vais passer au panel de discussion. Je vais vous poser des questions. Jordi, Damien, répondez au meilleur que vous pouvez. Puis ensuite, on va se garder pour peut-être un petit 10 minutes là, à la fin pour avoir les questions du public. Donc, Damien, je vais débuter avec toi. J'aimerais savoir si les plateformes numériques comme Temu et Shein peuvent freiner le développement de projets en commerce circulaire comme le vôtre au Québec ou ailleurs. Très bonne question, Rachel. Tout à l'heure, je parlais des paradigmes qui changent à une vitesse hallucinante. Euh, on a fait des sondages au Québec depuis janvier et force est de constater malheureusement que ces plateformes sont en train d'exploser. On a vu, par exemple, Amazon qui a diminué de 5%, mais le commerce en ligne, c'est 18 milliards au Québec. Et le commerce de Temu et Shein, c'est de la poubelle, environnementalement parlant, c'est une catastrophe écologique. Mais imaginez au Québec, c'est 85 000 tonnes de vêtements actuellement qui sont jetés, brûlés ou exportés. Les achats que vous faites sur Temu au niveau des vêtements n'ont pas une deuxième vie. Vous les mettez dans la machine et vous jetez ça. Quand vous savez que ces entreprises font du commerce déloyal, qu'elles copient une majorité des produits et que vous retrouvez juste un chiffre en 2024, en 2023, en Amérique du Nord, quelle a été l'application la plus déchargée? C'est Temu. Et donc, avant, ils vendaient uniquement du linge, entre 5 000 et 7 000 produits par jour, ce que vous imaginez le nombre que ça fait. Euh, et là, maintenant, on se retrouve avec des téléphones cellulaires, avec de de la quincaillerie. On se retrouve avec l'art, la table, des vêtements, des chaussures, et ils profitent justement de la guerre commerciale que nous avons avec les États-Unis pour venir euh, anéantir le commerce de détail. Et si des décisions ne sont pas prises prochainement, c'est la mort assurée de milliers de commerces. Parce que vous ne pouvez pas faire face à des prix qui sont 4-5 $ versus des prix ici qui sont à 40-50 $. Donc, on est face à un problème majeur. On est en train de faire actuellement des rencontres parlementaires pour voir quelles sont la suite des choses, mais c'est vraiment euh, un mur pour le commerce de détail dans les prochains mois, même pas les prochaines années, les prochains mois. Merci, Damien, tout à fait. Jordi, j'aimerais te demander lequel de tes quatre axes d'action, là aujourd'hui, tu en as présenté trois, mais lequel serait le plus difficile à adopter pour les entrepreneurs? Puis pourquoi celui-là en particulier? Ouais, bah, disons que chacune de ces thématiques a des difficultés un peu inhérentes et c'est pas évident d'estimer laquelle sera la plus difficile à mettre en œuvre parce que ça va dépendre de chaque réalité, de chaque commerce, et puis c'est aussi beaucoup une question d'état d'esprit. Le gaspillage, par exemple, c'est assez difficile à mettre en œuvre quand on veut avoir une démarche de réduction à la source, parce que ça veut dire qu'il faut d'abord quantifier, mesurer, analyser ses déchets pour ensuite trouver les bons outils pour agir. Et puis évidemment, c'est pas le métier premier d'un restaurateur ou d'un commerçant, c'est pour ça qu'on a des experts qui peuvent les aider à le faire. Et il y a aussi toute la question un peu comment dire, euh, souvent, les personnes vont se justifier en disant qu'elles ne génèrent pas de gaspillage. Moi, je pense que c'est normal en tant qu'épicerie, en tant que restaurant, parfois de générer du gaspillage parce que le système est fait pour qu'il y ait toujours cette abondance. Donc, il faut déjà un peu démystifier, déculpabiliser les gens si leur commerce ou leurs activités génèrent du gaspillage. En fait, c'est normal. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions qui existent. Pour le végétal, c'est un peu pareil, c'est très culturel. En Amérique du Nord, souvent les assiettes sont quand même, il y a beaucoup de protéines carnées, c'est associé à des moments festifs, c'est associé à la performance, En fait, les gens pensent que le végétal, ça veut dire que ce sera moins nutritif, moins savoureux, moins protéique. Bon, c'est faux aussi, évidemment, mais ça c'est pareil, ça prend du temps pour démystifier tout ça. Mais d'un point de vue comme pratique, c'est facile à mettre en œuvre un menu à végétaliser. N'importe quel chef cuisinier pourra vous dire, je sais le faire, je ne sais pas pourquoi le faire. Nous, ce qu'on fait, c'est ce travail de sensibilisation pour faire changer un peu les états d'esprit. Et voilà, au niveau des emballages, pareil, il y a des réglementations qui font qu'aujourd'hui, ça se met en place, mais de base, c'était assez difficile également. Donc, moi, je dirais que peut-être que l'enjeu le plus difficile à adresser, c'est celui du gaspillage parce que
c'est difficile à visibiliser avant de pouvoir travailler dessus. Mais une fois de plus, on a des experts et des ressources qui existent pour soutenir les commerces qui veulent se lancer là-dedans. Oui, définitivement, absolument. Puis, Damien, si tu me permets, je vais poser tout de suite une autre question aujourd'hui. Justement, là, tu me parles des experts avec qui vous faites affaire, puis vous collaborez. Euh, ils offrent des produits ou des services qui sont écologiques. J'imagine que c'est sur votre site Internet. Est-ce que tu peux me parler de certaines d'entre elles là, qui ressortent peut-être un peu? Oui, alors bah, c'est ça. D'un côté, sur le portail, on va référencer des produits et services, donc des personnes qui ont des solutions. Par exemple, si on parle d'achat local, on a un partenaire qui s'appelle Arrivage. C'est une plateforme qui permet de connecter avec tous les producteurs de fruits et légumes locaux, tous les maraîchers à proximité. Ça permet de faciliter un peu la mise en marché de ces produits pour les producteurs et pour les restaurateurs. Ça permet de s'approvisionner facilement parce que vous savez comment c'est, il y a toujours ces affaires de minimum de commandes, de logistique. Donc ça, c'est des solutions faciles et pratiques. Mais on a aussi des réseaux de partenaires qui vont venir directement mettre la main dans les poubelles, si j'ose dire, pour vraiment aller vous montrer, vous mettre un peu face à ce que vous produisez et ensuite parler de solutions avec vous. Donc on va en avoir qui sont spécialisés dans la gestion des matières résiduelles qui vont vous aider par exemple à mettre en place le compost, à installer des stations de tri pour votre clientèle, à mettre des visuels, à former vos équipes. On va en avoir qui sont spécialisés plutôt dans l'approvisionnement, donc qui vont passer avec vous dans tout votre carnet de commandes et vous aider à faire une étude de marché pour trouver des alternatives plus locales. Et souvent, le local, ça peut être aussi plus économique en fait, parce que à Montréal, on a la chance d'avoir tout ce milieu, toute cette production en agriculture urbaine. Dans la ceinture périurbaine autour de l'île également, il y a beaucoup de production. Mais il faut simplement, c'est ça, connecter bah, l'offre et la demande. Donc, c'est pour ça que ces offres de services existent. Merci, Jordi. Damien, je reviens à toi. Tout à l'heure, tu me parlais des enjeux, tu sais, de tes murs, de chaînes. J'imagine que c'est pas les seuls enjeux avec lesquels vous devez vaciller ces temps-ci. Donc, parle-moi un peu. Est-ce que les nouveaux défis politiques, pour ne pas te nommer notre cher Trump, vont poser d'autres conséquences, en fait, vont causer problème aux entreprises que vous accompagnez? C'est quoi que vous pensez, que vous prévoyez qui va arriver ou qui arrive déjà? Il y a trois niveaux de défis. Le premier, c'est au niveau des consommateurs. Euh, dans les moments d'incertitude, de peur et d'angoisse, et ce sont les mots qui sortent depuis janvier, euh, on revoit et on réfléchit à deux fois avant d'acheter. OK? On veut acheter, on veut acheter québécois, c'est fantastique. Il y a une augmentation de 9% des achats québécois, mais j'ai fait une présentation il y a 3 semaines à, à, à l'UQAM et un étudiant en baccalauréat me dit, mais oui, mais monsieur, pourquoi je vais acheter québécois si je peux acheter quelque chose qui coûte 10 fois moins cher sur un site et qui est livré directement chez moi sans que je me déplace, ok? Donc, l'intervention des politiques aussi, c'est de sensibiliser les gens. Seul, on ne sera pas capable de le faire. Donc, il y a un changement de paradigme. Euh, D'un côté, il y a une conscientisation des consommateurs qui disent oui, il faut que je fasse attention, j'achète plus américain, j'achète local, etc. D'un autre côté, les gens qui ont peur disent moi, je regarde moins cher. Et d'un autre côté, je vous mets au défi de prendre une étiquette et de regarder d'où vient nos économies sont tellement imbriquées ensemble, de faire la dissociation entre le ketchup, les grandes bouteilles où les bouteilles en plastique sont fabriquées aux États-Unis, les petites au Canada, les tomates qui viennent d'Ontario, ça devient très, très compliqué. Ça, c'est le premier problème, le premier défi, dirais-je, le consommateur. D'un point de vue entreprise, c'est un mode de survie. Comment être capable de retrouver de nouveaux fournisseurs quand ça fait des dizaines d'années qu'on travaille avec nos voisins qui étaient les meilleurs, les meilleurs amis du monde et du jour au lendemain qui deviennent des pestiférés? Comment faites-vous pour trouver tout ça euh, et de trouver des façons incroyables? Ça devient très, très, très complexe. Et je vous donne des exemples. J'ai un corbeil électronique, par exemple, qui vend des électroménagers américains qui sont fabriqués au Mexique et qui maintenant ben, ne peuvent plus, sont obligés il y a le seuil de minimis, c'est-à-dire un tarif douanier qui a été supprimé. Et donc maintenant, au-delà de l'argent, des taxes que vous devez payer, vous avez un 16%
50% des produits en plus à payer. Donc, ils ne peuvent plus traverser le pays par camion, ils sont obligés de le faire par bateau. Ça devient un cauchemar pour régler tout ça. Et le défi là-dedans, c'est que dans ce cauchemar, il faut garder les employés, il faut garder le carnet de commandes rempli, il faut trouver des fournisseurs. Donc, vous comprendrez que l'aspect environnemental, ben, on le met à la sixième roue du carrosse et pas la cinquième, et que ben, la motivation qu'on avait à porter un drapeau vert n'existe plus beaucoup. Et le troisième, qui est peut-être le dernier clou dans le cercueil, c'est quand vous avez des gouvernements qui eux-mêmes décident de couper des pans complets de programmes environnementaux, qu'est-ce qu'on envoie comme signe? Ce matin, je suis arrivé en Bixi à mon bureau, je me suis gelé, il faisait très froid. J'ai appris une chose en écoutant Radio Cannes, c'est la journée de l'abeille, ok? Et on avait un expert qui parlait de la disparition des abeilles. Et tout de suite après ce reportage, un reportage, ce qui disait sur un sondage où les Québécois, à 56%, sont d'accord pour supprimer la taxe de carbone, pour éviter de payer plus, mais pour avoir plus de voitures. Donc, s'il n'y a pas une vision politique derrière tout ça, comment voulez-vous, vision politique et sensibilisation, c'est très difficile dans ce contexte géopolitique qui est complètement fou, d'arriver avec de nouvelles idées, de les faire avancer. Je suis très négatif, mais c'est une réalité actuelle, je m'excuse. Non, 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 très, très appuyé, très informé, Damien. C'est super intéressant, mais effectivement, c'est un peu alarmant, mais je pense qu'on est tous au courant là, qu'il faut en faire un petit peu plus, plus rapidement également. Puis Damien, si je peux te relancer un petit peu là-dessus, je crois que tu as un projet Envoi Québec qui est peut-être une solution à certains des enjeux que tu viens de soulever. Veux-tu en parler un peu plus? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que ce projet va compléter notre plateforme. Envoi Québec a été créé il y a 4 ans, qui a débuté à Montréal et qui a été un projet qui a été fait COP Carbone. C'est simple. Comment peut-on créer une plateforme de distribution de colis de petite et moyenne taille avec des distributeurs québécois quand c'est possible et en utilisant le maximum d'outils de transport pour faire des produits décarbonés, donc à vélo ou électrique. Ceci évite naturellement les congestions dans les villes, évite les camionnettes grises d'Amazon et d'autres, et permet de trouver une autre alternative. Donc, on a mis en place cette plateforme à Montréal. Maintenant, on la met dans tout le Québec et tout le Canada. Et le but est de voir de quelle manière on peut proposer à des commerçants la possibilité d'utiliser cette plateforme et d'avoir l'option décarbonée s'ils le désirent, et d'avoir aussi des prix intéressants. Vendredi, normalement à minuit une, on devrait avoir une autre grève de la Poste, simplement pour vous dire qu'au Canada, c'est 1 100 000 colis par jour envoyés, c'est 8,5 millions de lettres envoyées. Et ils ont le monopole actuellement. Donc on propose une nouvelle solution. Et depuis qu'on a mis ça en place, on est à 2,2 millions de colis qui ont déjà été envoyés avec 3 500 commerces qui utilisent ce système. Donc, c'est Envoi Québec sur notre site Internet et vous avez une autre alternative en transport. Sur les 23 distributeurs, j'en ai 11 actuellement qui sont québécois comme Nationex, comme Deliveroo, etc. Et on travaille pour tout le Canada. Merci. Ben, d'abord, félicitations. C'est une super initiative. C'est vraiment génial. Donc, félicitations vraiment à toi et ton équipe. Puis, Jordi, ça me permet de revenir à toi. Là, je vais changer un petit peu de côté, un petit peu de secteur. J'aimerais que tu me dises, tu travailles beaucoup avec tu sais, le régime végétarien des restaurants et tout. Dans combien de temps penses-tu que le régime végétarien va prendre le dessus sur le régime carné, qu'on va plus en retrouver dans nos restaurants? Puis, est-ce que ça va être bénéfique monétairement pour l'entrepreneur en tant que tel? Ouais, c'est une bonne question. Bah, alors, je ne saurais pas dire dans combien de temps le régime végétarien va comme prendre davantage d'ampleur. Ce serait très précieux si j'avais ces infos. Mais en revanche, on peut observer certaines tendances. Euh, L'alimentation végétarienne et l'alimentation végane, elles se développent beaucoup.
au Québec depuis plusieurs années. Il y a eu vraiment une réponse du secteur commercial qui a proposé de nouveaux produits, qui a proposé aussi des substituts aux protéines animales pour répondre à certains besoins de certains consommateurs. Il y a de plus en plus de places qui sont basées sur une offre végétale. On voit que le marché change. En revanche, c'est impossible de prédire si cette tendance va se poursuivre parce que bah voilà, les tendances de consommation sont très fluctuantes. Il y a beaucoup de sujets qui entrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de variables. Euh, Ce qu'on a en revanche, c'est des observations que je peux vous partager qui datent de quelques semaines, puisque moi, pour observer les tendances des consommateurs, je me repose pas mal sur l'Observatoire de la consommation responsable. Et chaque année, il y a donc des observations qui sont faites sur un panel de ménages québécois. Et on voit que la viande, par exemple, en 2024, il y avait 47% de la population qui avait réduit sa consommation par rapport à l'année précédente. On voit que 52% de la population a l'intention de diminuer encore sa consommation pour l'année qui s'en vient. Ça, c'est des chiffres donc pour l'année 2024. Donc, on voit qu'en fait, le sujet de la consommation de viande, il est dans l'esprit des gens. Et donc, a priori, on peut imaginer que le régime végétal va être amené à se développer davantage. En revanche, pour moi, en tant que professionnel qui essaie d'apporter les bonnes pratiques au commerce, ce que je constate, c'est que le discours basé sur l'écologie ou le bien-être animal, ça suffit pas pour imprimer des changements de comportement parce que, comme le disait Damien, au final, c'est pas la priorité dans la tête d'une personne qui est confrontée à toutes sortes de difficultés commerciales, opérationnelles, au niveau de l'inflation sur les produits de base, au niveau de à recruter le bon personnel. Donc, nous, on essaie d'arriver avec une approche beaucoup plus business, entre guillemets, c'est-à-dire expliquer comment est-ce que le végétal peut vous faire générer des économies en tant que restaurant ou en tant que comptoir alimentaire. Et également, on va parler du fait que dans la tête des gens, ce soit plus seulement l'écologie l'enjeu, mais aussi également donc tout ce qui est santé, puisqu'on sait aujourd'hui de plus en plus que viande rouge consommée en excès, ça entraîne des maladies cardiovasculaires, ça entraîne toutes sortes de choses qu'on n'a pas envie d'avoir. Donc, l'idée, c'est de créer un nouvel argumentaire pour expliquer que quand on met en place des pratiques durables comme la végétalisation des menus, c'est aussi une bonne pratique en tant que commerçant, c'est une bonne pratique d'affaires, c'est pas simplement pour l'écologie, c'est aussi voilà, bon d'un point de vue comme stratégique et en termes de positionnement sur le marché. J'ai Je une sais pas si petite ça répond question, Rachel, totalement à si la tu question. permets, pour Jordi, si tu permets de rebondir. La semaine dernière était le dévoilement des étoiles Michelin au Québec, ok, et au Canada. Le Québec a eu 10 étoiles. J'ai eu une expérience catastrophique, mais quand je dis catastrophique, dans un des restaurants étoilés, d'un point de vue végétarien. C'était honteux même. Et ça aurait été intéressant, quand on donne des étoiles, d'intégrer peut-être cette notion de changement de paradigme et de voir de quelle manière on peut aussi récompenser une cuisine qui est différente. Et le meilleur restaurant au monde, je crois que si ma mémoire est bonne, est dans un des pays scandinaves, le Danemark, ou je crois que c'est le Danemark ou la Norvège. Et à la base de la nourriture qui est faite, ils tiennent compte justement de cette cuisine qui est différente, qui est végétarienne. Mais je pense pas qu'ils aient fait l'exercice par rapport aux étoiles de la semaine dernière sur l'aspect végétarien. On en est à des millions de kilomètres derrière ça. C'est juste un petit détail. Ouais, ben, tu sais, je pense que beaucoup de personnes s'interrogent sur la manière dont ils ont fait l'exercice parce que beaucoup de gens n'ont pas vraiment compris l'attribution des étoiles du guide Michelin. Là, c'est une première édition au Québec. On verra s'ils vont ajuster le tir, mais il y a eu beaucoup de surprises, effectivement. Ouais. Merci Damien, merci Jordi. Belle intervention, effectivement. Je pense que on est rendu là à ajouter un volet environnemental, un volet circulaire dans des décisions comme ça. Il nous reste quelques minutes. Je vais terminer peut-être avec une dernière question chaque. Ensuite, vous pourrez poser vos questions à nos panélistes. Là, vous pouvez déjà commencer à les écrire dans le chat. Damien, j'aimerais savoir de quelle autre manière que tu nous as pas encore parlé aujourd'hui, toi, ton entreprise, vous pouvez aider les entreprises québécoises. Puis là, je pense à l'événement HOP, le sommet du commerce de détail. Si tu veux en parler de ça, mais peut-être de d'autres outils que tu n'as pas eu le temps de parler aujourd'hui. Montréal fait partie des capitales, des 10 capitales mondiales en intelligence artificielle, en start-up. Et c'est bien beau, c'est magnifique de parler de très grandes entreprises qui sont membres des Couche-Tard, des Canadian Tire. Il en faut et ils font un job incroyable. Mais la jeunesse
je crois que c'est la jeunesse qui changera rapidement les affaires et les habitudes. Et dans notre sommet que nous avons chaque année, qui est le sommet du commerce de détail au Québec, HOP, qui sera le 18 novembre au Grand Quai cette année, l'idée de voir comment on peut laisser une place aux jeunes, une place à à des applications, une place à des actions qui sont assez incroyables et qui permettent justement de les écouter, de voir quels sont des projets innovants. Je vous donnerai juste un exemple avec une entreprise qui s'appelle Carole. C'est des jeunes au Cégep qui ont décidé d'aller dans des friperies, de récupérer des vêtements pour des jeunes et de voir comment on peut les reconditionner, des vêtements plus ou moins de haut niveau. On les reconditionne et on les remet sur le marché en utilisant uniquement les réseaux sociaux, en n'ayant aucun magasin. Ils ont fait une réussite incroyable. Des grands propriétaires de centres commerciaux leur ont donné même des magasins pop-up pour essayer de découler leurs marchandises. Ce sont des nouvelles façons de faire du commerce et du commerce, dans ces cas-là, circulaire, équitable et intelligent. Donc, l'idée est vraiment aussi de se retourner vers les nouveaux et les jeunes, les nouveaux projets, les jeunes aussi qui fonctionnent. Alors, je dis pas que les autres n'en ont pas, hein. Il y a des projets extraordinaires qui sont mis en place par de grandes compagnies, mais il y a aussi un espace des jeunes et je crois que les changements de paradigme viendront avec nos jeunes qui nous poussent et qui vont malheureusement avoir l'héritage de ce qu'on va leur laisser et c'est pas forcément une chose très sympathique. Merci, Damien. Jordi, je passe à toi pour une dernière question. J'aimerais savoir, dans votre façon de faire, dans les outils que vous mettez en ligne, mais j'imagine que vous prenez en compte un peu le marché, les demandes du consommateur. Est-ce que selon toi, les tendances de consommation vont dans le sens de la durabilité? Est-ce qu'on avance progressivement? Est-ce qu'on n'avance pas assez vite? Qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là? Oui, j'avais commencé un peu à répondre sur le volet végétal. On voit que c'est dans l'esprit des gens. On voit que maintenant, c'est devenu un sujet d'actualité qui doit être pris en compte par le secteur commercial. Euh, Après, comment dire, je pense que c'est difficile de répondre à cette question parce que la consommation responsable, ça veut dire tout et rien. Et puis souvent, il y a aussi beaucoup de faux messages. Par exemple, c'est parfois un peu la facilité d'assimiler le local et le durable parce que on ne se rend pas forcément compte que dans l'impact environnemental d'un produit, certes, il y a la distance par rapport à l'endroit où il a été produit, mais c'est surtout le mode de production qui va avoir un impact. Donc, souvent, les gens pensent agir de la bonne manière, mais sans avoir l'information complète, et parce que c'est pas facile d'avoir l'intégralité de l'information. C'est ce qu'on essaie de faire aussi, d'amener la bonne info. Et en revanche, il y a des choses comme la gestion des matières résiduelles qui sont vraiment aussi dans la tête des gens. Quand on parle de consommation responsable, quand on parle de bonnes habitudes, souvent les gens répondent qu'ils s'engagent sur le tri de leurs déchets. C'est quelque chose qui est en progression constante. Et je parlais tantôt de l'Observatoire de la consommation responsable. On voit dans le dernier baromètre que 76% des Québécois affirment avoir réduit leurs déchets, affirment mieux les trier, affirment avoir réduit leur consommation de plastique. Donc oui, les tendances de consommation, a priori, vont plus responsables, mais seulement partiellement, c'est-à-dire sur certains sujets identifiés comme vraiment prioritaires dans la tête des gens. Et la réduction des déchets, c'est une chose. Le végétal, on ne peut pas encore vraiment dire si ça va progresser à ce point. Merci, Jordi. Merci.